retrouve beaucoup en manga, dans le domaine de la fantasy, de la science-fiction. Alors, tout d'abord, euh, on observe une forte demande sur les séries, ça je ne vous apprends rien, mais qui sont souvent très longues. Des demandes sur des collections aussi qui ont une grande popularité. Donc les éditeurs, les auteurs les utilisent pour permettre aux lecteurs de se repérer, d'acheter d'autres titres similaires, de les fidéliser. Et la recette n'est pas nouvelle. On connaît tous la série des Hercule Poirot, des Arsène Lupin, en jeunesse le Club des Cinq. Il y a des collections littéraires prestigieuses comme la Pléiade, la collection blanche chez Gallimard. On connaît aussi des collections policières telles que Le Masque, Le Poulpe, un peu moins connu, mais qui a connu aussi quand même son heure de gloire. Collection science-fiction, Folio SF, Lune d'encre, etc. Et celle que l'on connaît tous, je pense, eh bien, c'est les célèbres bibliothèques vertes et roses. Vous voyez que ces séries existent, ces collections séries existent depuis longtemps. Alors, dans un premier temps, il faut s'entendre sur les termes qu'on utilise. Collection. Alors, selon que c'est au pluriel ou au singulier, on ne parlera pas de la même chose. Les collections au pluriel, on les utilise pour parler du fond d'une bibliothèque, par exemple. Au singulier, on l'utilisera plutôt pour désigner une collection éditoriale. Donc, avec ici un exemple, l'éditeur du Seuil a deux collections de littérature, littérature française, cadre rouge, et littérature étrangère, cadre vert. Dans tous les cas, les collections ont un élément distinctif, c'est le numéro ISSN qui est attribué par la BNF à chaque collection, comme l'ISBN l'est pour chaque livre. On a aussi, ça serait trop simple sinon, des sous-collections. Là, je vous ai montré un exemple chez Gallimard, la collection découverte qui est composée de sous-collections. Là, j'en ai montré quelques-unes. Et il faut savoir aussi que le statut des collections éditoriales, des sous-collections, est assez mouvant. Elles peuvent évoluer. Vous avez par exemple l'édition Presse de la Renaissance, qui a été créée en 97, qui a été rachetée par l'éditeur Plon en 2021 et qui est devenue une collection. Ou inversement, vous avez une collection bouquins qui a été créée en 79 chez Robert Laffont et qui est devenue une maison d'édition à part entière en 2021. Donc, ça peut être un petit peu difficile pour faire des recherches très rigoureuses sur les collections. Cela étant, en catalogage, on a des règles très simples puisque les titres de collection, sous-collection, sont renseignés dans les zones 225 et 410. C'est la BNF qui fait, et tous les catalogues normalisés récupèrent, mentionnent ces zones et on les récupère lors de l'importation des notices. Donc, tout va bien. Le terme série est un petit peu plus précis puisque ça va regrouper des œuvres qui ont un titre d'ensemble, qu'on appelle également titre de série, des œuvres qui sont écrites généralement par le même auteur et qui ont des personnages récurrents. Alors, il faut quand même savoir que le terme collection est parfois utilisé aussi pour désigner des séries, ce qui peut créer une petite confusion. Même la BNF, dans le catalogage, la description des titres, mentionne parfois le titre de collection dans la zone série. Mais, de toute façon, vous retrouvez quand même ces deux mentions bien dans les zones que j'ai indiquées tout à l'heure.
Alors, des séries, eh bien, on en connaît plein. Euh, il y en a qu'on peut lire dans l'ordre que l'on veut, sans soucier de l'ordre de parution. Alors, j'ai mis les Lucky Luke, écrite par Maurice et reprise après par d'autres auteurs, mais c'est toujours la même série. La série des Chairs de poule, ces romans d'horreur pour les enfants qui existent depuis déjà très longtemps et qui ont toujours quand même du succès. La série des Maigret, écrite par Georges Simenon. Et vous avez des séries qui doivent se lire dans l'ordre où elles ont été écrites, dans l'ordre de parution. Et là, on dira qu'il s'agit d'une suite. Je vous ai donné l'exemple de l'Amie prodigieuse, cette saga qui raconte l'amitié de deux jeunes femmes italiennes dans l'Italie d'après-guerre. On a vraiment une chronologie, une histoire qu'il faut lire dans l'ordre de parution. J'ai mis aussi l'exemple des One Piece, ces mangas très très connus et qui constituent là pour le coup une série très très longue, donc peut-être le record, je ne sais pas, on arrive là à 107 volumes et ils sont toujours très très demandés. On suit le personnage, le personnage principal, toujours en quête de ce trésor. Donc on a hâte qu'il le découvre peut-être. Alors, ces séries sont généralement numérotées. La numérotation ne veut pas forcément dire que ça doit se suivre. Bon, un petit exemple tout simple. Vous voyez, j'ai mis les Astérix. On voit tous la couverture, la 4e page de couverture, on voit bien que tous les albums ont un numéro. Pour autant, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, même si parfois il y a des petites allusions aux albums précédents, on comprend tout à fait l'histoire. Alors, donc les séries, vous voyez, on cherche à savoir si ce sont des suites ou pas pour le conseil au lecteur, les acquisitions, etc. Et parfois, ça peut prêter à discussion. L'exemple de cette série Les Cahiers d'Esther, que Riyad Sattouf donc, a écrite et qui raconte la vie quotidienne d'une jeune fille à partir de ses 9 ans. Il a prévu d'aller jusqu'aux 18 ans, là, pour le dernier volume qui va apparaître en 2024. Je ne pense pas qu'il soit déjà paru. Enfin, en tout cas, c'est la construction de la série qui est faite ainsi. Eh bien, chaque volume est dédié à une année de la vie de cette jeune fille. Donc, évidemment, il y a une chronologie. Mais dans chaque album, en fait, vous avez un petit épisode, une tranche de vie qui est racontée sur une planche. Du coup, j'ai mis en exemple cette planche, La vie de rue, où Esther va demander à ses parents si elle peut sortir dans la rue sans eux. Et voilà, c'est simplement cette petite tranche de vie, voilà. Et donc, tout l'album est composé de cette façon. Donc, on peut dire qu'on comprend tout à fait le volume, ce qui est raconté indépendamment des autres volumes. Donc, voilà, c'est une suite, mais ça peut être lu indépendamment. En tout cas, suite ou pas, en catalogage, le titre de série, qu'on appelle également le titre d'ensemble, il doit être indiqué dans la zone spécifique 461. Parfois, il est dans la zone de titre 200, la première zone qui apparaît, mais l'essentiel est qu'il soit en zone 461 et en étant toujours écrit de la même façon. Il faut savoir que les notices récupérées auprès de la BNF contiennent ce titre normalisé, donc il suffit de le récupérer. Donc un exemple avec un album de Tintin, là, eh bien, voyez que dans la description, là, à droite, le titre de série, c'est Les aventures de Tintin. Et avec ce titre exact,
eh bien, vous allez pouvoir rechercher les autres albums de cette série. Là, dans le catalogue, vous verrez qu'il y a 39 résultats pour la série des aventures de Tintin. Si vous n'aviez rentré que Tintin dans le titre, eh bien, vous auriez beaucoup plus de résultats qui ne correspondraient pas forcément à votre recherche. Dans l'exemple que j'ai affiché, vous avez notamment un album qui appartient à la série Torgal, donc un autre héros de bande dessinée. Simplement, le mot Tintin apparaît dans une zone de titre. Alors, la distinction entre simple série et suite est parfois évidente et d'autres fois beaucoup moins. Et il y a une part d'appréciation subjective, mais il est quand même important de le faire pour suivre vos acquisitions, pour conseiller au public. Il faut savoir qu'il y a ensuite une contrainte. À partir du moment où vous considérez que c'est une suite, vous devez vous efforcer d'avoir tous les volumes. Et ça peut poser problème, surtout dans les suites très longues, comme on le verra plus loin, ou lorsqu'il manque un volume ou deux. Donc, la distinction entre simple série et suite, elle ne se fait pas au niveau du catalogage. Il n'y a aucune règle ou norme nationale à ce sujet. Il n'y a que la bibliothécaire qui peut le faire, le bibliothécaire. Et comment agit-elle? Eh bien, à l'aide de la cote. Dans le cas d'une simple série, là je vais illustrer d'exemples, toujours un volume de la série Maigret, eh bien, vous allez construire la cote. Alors, d'une bibliothèque à une autre, il y a des constructions un peu différentes, mais généralement, c'est sous cette forme-là. Vous avez la catégorie du document en premier, à la R pour roman, les 3 premières lettres de l'auteur, donc Sim pour Simenon, et la première lettre du titre en dessous. Donc là, c'est une série, vous mettez simplement Maigret. Bon. Si c'est une suite, eh bien, la même construction, hein, on retrouve catégorie, c'est une BD pour enfants, EBD, les 3 premières lettres de l'auteur, Oda, et à la fin de la cote, O, première lettre du titre de série One Piece, et le numéro pour indiquer qu'il s'agit du premier volume. Et le suivant sera O2, le troisième O3, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les documents dont la cote se termine par un nombre, eh bien, ils font partie d'une suite, alors que les autres peuvent être traités indépendamment, ce qui est important au niveau des acquisitions et du prêt. Des petits exemples, bon, Émile, parce que je l'aime bien, Émile. Donc, cet album, c'est Émile visite le musée. Ben, c'est une série qui est écrite par Vincent Cuvelier et ça fait partie donc d'un ensemble d'aventures d'Émile qui ne se suivent pas. Donc, la cote sera simplement album pour enfants EA, Cuve pour Cuvelier et E, première lettre du titre Émile. Un exemple complètement différent. Là, il s'agit d'un roman de science-fiction. J'ai mis quelques éléments de notice descriptive à côté. Vous voyez donc que Véridienne, ce roman, appartient à une collection éditoriale, la bibliothèque Voltaïque, fait partie d'une série qui s'appelle Récits du demi-loup. Et cette série compose une suite de 4 tomes qu'on appelle une tétralogie. Donc, dans ce cas, la cote, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous remets la couverture véridienne de ce titre qui appartient à la collection Bibliothèque Voltaïque, collection de fantasy, appartient à la série Récits du demi-loup, qui constitue une suite de 4 tomes formant une histoire complète.
Et donc, les cotes pour le tome 1, RSF roman de science-fiction, Jeu pour début de l'auteur, R1, Récit du demi-loup, tome 1. Le deuxième tome, vous voyez la cote, troisième tome, quatrième tome. On peut même apporter des petites précisions à des bibliothèques qui le font, par exemple sur le quatrième et dernier tome, enfin, de façon générale sur le dernier tome, on peut préciser dans la cote que c'est la fin, et ici ça donnerait donc RSFCHE R4 sur 4. Et puis rien ne vous empêche d'apposer discrètement sur la page de titre des volumes précédents une simple barre au crayon à la fin de la cote, étant que la suite est en cours, pour mettre le numéro du dernier volume quand la suite sera terminée. C'est des petites indications simples à mettre, à faire et qui, je pense, sont après très précieuses, intéressantes pour le conseil. Alors, évidemment, là, je vous ai présenté les cas généraux, mais il y a des cas particuliers. Voilà, une série reprise par un auteur différent. Vous avez alors les intégrales. Vous avez des cycles qui s'intercalent dans des séries ou des suites, des hors-séries, des préquels. Vous avez des suites qui peuvent être dissociées. Vous avez d'autres petites fantaisies qu'on va regarder. Alors, les intégrales, où j'ai inclus aussi les volumes doubles sur cette page, c'est quand les éditeurs décident de regrouper plusieurs volumes dans une nouvelle édition. Comme sur cet exemple-là, Les Conquérants de Troie, qui sont parus initialement en 4 volumes et qui sont regroupés là, donc dans cette intégrale. Donc la cote, très simplement, indiquera les tomes contenus. Un exemple de volume double, Dragon Ball, qui connaît un succès énorme et qui a donc fait l'objet de plusieurs rééditions sous différentes formes. Donc là, le cataloguage et les cotes sont quand même importantes pour se repérer dans tout cet ensemble de volumes. Et là, puisque c'est un volume double, eh bien, moi, je propose de l'indiquer sur la cote de cette façon. EBD, donc BD enfant, Thor pour Toriyama, et des Dragon Ball 11 et 12. Ça, c'est d'autant plus important, je pense, à faire si vous avez des volumes simples et des volumes doubles pour arriver à bien vous repérer sur vos étagères. Alors, je vais vous parler aussi des cycles qu'on a beaucoup en science-fiction, en fantasy. Avec un exemple que vous connaissez, je pense, parce que c'est une série qui cartonne, La Guerre des Clans, qui est très longue. Il y a déjà 6 cycles de 6 tomes qui sont parus, qui racontent les aventures de clans, de chats, opposés. Donc, déjà 6 cycles parus, et il y en a, on pensait que c'était terminé, on pensait que c'était terminé, il y a un 7e cycle là qui débute. Alors, pour cet exemple précisément, là, La Guerrière oubliée, le roman s'intègre dans la série de la Guerre des Clans, et plus précisément dans le cycle 4, qui s'intitule Les signes du destin. Et c'est le volume 5. Donc, la cote, eh bien, vous allez pouvoir indiquer à la fin de la cote que ça fait bien partie de la Guerre des Clans en mettant le G, suivi du 4 pour indiquer qu'il s'agit du cycle 4, et à l'intérieur, le 5 pour indiquer que c'est le volume 5.
Pour corser un petit peu, eh bien, vous avez aussi des hors-séries, et notamment dans la série de la guerre des clans. Alors là, c'est un peu des bonus hein, que les lecteurs, les aficionados prendront. C'est un petit peu difficile de les situer tant qu'on n'a pas lu le roman. Il faut retenir que ce sont quand même des histoires complètes. Et c'est pourquoi moi j'inviterais à faire une cote assez simple, simplement une cote qui regroupe avec la série de la guerre des clans et mettre simplement G sans numérotation, puisque sinon il faudrait préciser les cycles entre lesquels ça s'intercale. Enfin, ça serait un petit peu trop compliqué. Rien ne vous empêche de mettre des annotations sur la page de titre, si vous voulez vous y retrouver. Mais pour la cote, restons simples quand on peut. Alors, autre exemple de cycle, alors la guerre des clans, c'était des cycles qui portaient un numéro. Là, Légendaire, c'est une série également très, très, très demandée, qui compte 23 volumes pour ce qui est de la série principale, et également au moins 8 séries dérivées, 8 cycles donc. Et bien là, donc ils ne sont pas numérotés. Et la solution pour la cote, eh bien, ça va être de retenir la première lettre d'abord de la série d'ensemble, L pour légendaire, suivie de la première lettre du cycle. En l'occurrence, le deuxième visuel que vous voyez, c'est le cycle origine. Vous mettrez donc O et 5 pour indiquer que c'est le 5e volume dans le cycle origine. À côté, vous avez le cycle parodia, où là, vous mettrez L toujours pour légendaire, P pour le cycle parodia, et 4 pour indiquer que c'est le 4e volume dans ce cycle. Alors, des suites qui peuvent être dissociées. Ben, tout à l'heure, j'en ai présenté une, les cahiers d'Esther. Je pense que le retour à la Terre, c'est aussi le cas, puisque c'est une histoire autobiographique hein, où Manu Larsenet raconte son installation à la campagne après avoir quitté la région parisienne. Et on va suivre au cours des différents volumes son installation, sa vie de couple et de famille, puisque voilà, il va y avoir une famille qui va s'agrandir, son travail professionnel et bien sûr, c'est chronologique. Mais comme dans les cahiers d'Esther, eh bien là, vous avez des planches qui sont composées même en 2 parties. Hein, chaque page comporte 2 tranches de vie. Ici, j'ai montré l'exemple où vous avez deux gags, le scénario et le carton. Donc, bien sûr, c'est intéressant de lire toute l'histoire de Manu Larsenet et de son installation. Néanmoins, vous pouvez comprendre un album même si vous n'avez pas lu les précédents. Alors, autre exemple de série très longue, très demandée aussi, Les Colombes du Roi Soleil, d'Anne-Marie Desplat-Duc. C'est une série de romans historiques qui a commencé en 2005 et qui se poursuit encore, qui compte actuellement 16 volumes. Dans chaque volume, eh bien, on présente l'histoire d'une jeune fille qui est accueillie dans cette institution gérée par Madame de Maintenon pour leur offrir une éducation qu'elle n'aurait pas du fait de leur situation familiale désargentée, quoi. Et donc, au début, c'est vraiment présenté comme une suite. En tout cas, les 4 premiers tomes qui vont camper les principales héroïnes, eh bien, sont à lire vraiment dans l'ordre. Et c'est même indiqué à la fin du livre, vous voyez, à la fin du premier, retrouver la suite des aventures des colombes dans Charlotte la Rebelle.
Et puis, au fil de la série, eh bien, c'est toujours un petit peu la même construction et les jeunes filles ont une histoire qui se comprend sans forcément avoir lu les précédents. Donc, ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est bien coter les premiers volumes comme faisant partie d'une suite. Et puis, à partir du moment où vraiment c'est précisé que les tomes peuvent être indépendants, vous pouvez avoir une cote plus simple sans mettre de volume, de numéro de volume. Et notre super bibliothécaire, eh bien, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ils peuvent s'autoriser des petites mentions sur la page de titre, hein. Vous voyez, dans cet exemple, c'est Astro Boy, c'est une anthologie de ses aventures, le volume 3. Et on pourrait penser qu'il s'agit d'une suite, mais quand on regarde plus attentivement le contenu, on voit que ça contient vraiment des histoires indépendantes, donc qui peuvent tout à fait être séparées. Cas très particulier, c'est des histoires en plusieurs volumes, ça concerne essentiellement les romans en gros caractères. Donc là, la cote doit vraiment le préciser de façon à ce que vous n'empruntiez pas que la moitié de l'histoire. Donc là, une cote, en ce cas-là, en bas de cote, vous avez la première lettre du titre, hein, pour V comme pour 28 jours. Le tome 1 sera indiqué 1 sur 2, mais le deuxième 2 sur 2, tout simplement. Alors, vous avez aussi des séries vraiment sans queue ni tête, hein. On n'est pas à l'abri de fantaisies d'auteurs diverses et variées. J'ai mis l'exemple de Donjon. C'est une série qui a été créée par deux auteurs de bande dessinée, Lévi Strandheim et Johann Sfar, qui s'inspire un peu de l'univers des jeux vidéo, qui raconte l'histoire de la construction et de la destruction d'un donjon, mais avec de multiples épisodes, plusieurs cycles, et une numérotation fantaisiste. Donc j'ai dit non, je ne vous l'ai pas dit encore, mais il y a des auteurs différents, enfin des dessinateurs différents. La numérotation qui parfois est décroissante, c'est-à-dire qu'on a le volume 99 qui est paru avant le volume 98 et qui est paru lui-même avant le volume 97. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué pour coter de façon claire. Donc, là, plus simplement, il vaut mieux indiquer le titre d'ensemble de la série, ici, BD-DON, pour Donjon. Et les lecteurs vont s'y retrouver. C'est quand même très, très rare. Donc, voilà, il ne faut pas non plus trop s'apesantir sur des cas comme ça très complexes, hein. Ce qui est un petit peu plus courant, c'est les séries qui sont reprises par des auteurs différents, et surtout en bande dessinée. Alors, il y a des bibliothèques qui cotent les séries au titre de la série, et d'autres, comme nous, à la bibliothèque départementale, on cote au nom du scénariste. Donc, vous voyez, dans l'exemple là d'Astérix, les premiers sont à Goscinny, le dernier là qui vient de sortir, l'Iris blanc, et de Fab Caro. Donc, vous pouvez être tenté de mettre le titre de série dans ces cas-là pour que au moins toute la série soit regroupée. De toute façon, c'est une série, pas une suite, donc c'est pas très grave que les cotes ne se suivent pas. Vous pourrez aussi les retrouver avec votre catalogue en recherchant par titre de série, comme on l'a vu tout à l'heure pour les albums de Tintin. Alors là, c'est une simple série et non une suite, mais quand c'est une suite ou vraiment un ensemble qui nécessite d'être regroupé, comme cet exemple-là de roman ado U4,
écrite par 4 auteurs différents qui racontent la même histoire, mais du point de vue de 4 jeunes différents. Là, il vaut mieux que ce soit regroupé plutôt que de disperser avec une cote qui mentionne les auteurs de chaque roman. Donc là, une cote toute simple, hein, JRU4, sera tout à fait appropriée. Vous connaissez, j'imagine, la série Millennium, qui est une suite qui a été initiée par Stieg Larsson, qui a écrit les 3 premiers tomes. Il est décédé et la suite a été reprise par David Lagerkrantz. Donc, bon, il y a quand même intérêt là à avoir lu les premiers pour suivre. Donc, une possibilité, c'est de retenir pour la cote le nom de l'auteur qui a initié la suite. Donc, ça donnerait pour le 3e, enfin, à partir du 3e volume, RX, LAR, M4, M5, M6. Et ça a été repris encore par une nouvelle auteure, donc même chose. Vous pourriez aussi mettre RX, MIL et recoter les 3 premiers à cette cote générique RX, MIL. C'est des cas un petit peu particuliers, mais l'essentiel, c'est quand même que le public, que les lecteurs s'y retrouvent, et puis vous aussi. Alors, on a vu quand même les principaux cas qui peuvent se présenter de séries, mais il faut voir après comment on les gère au niveau des acquisitions, du rangement, des prêts et du désherbage. Pour ce qui est des acquisitions, eh bien, vous avez bien vu, quand c'est une simple série, c'est moins contraignant, mais vous pouvez quand même souhaiter suivre. Il existe des sites qui vous renseignent sur ces parutions. Alors là, j'en ai cité 4. Babelio, qui est très général comme site sur toute la littérature, aussi bien le roman, adulte, jeunesse, bande dessinée. 2 sites, j'en parlerai un petit peu après, c'est aussi une bonne ressource pour connaître les parutions. Donc un site de librairie. BDphile est spécialisé, comme le nom l'indique, sur les BD, Manga News sur les mangas. Alors donc, pour ce qui est des BD, vraiment, BDphile est très, très pratique. Vous créez un compte gratuit, c'est très simple, et ensuite, vous allez pouvoir enregistrer sur votre compte les BD que vous avez, créer des alertes pour ne pas rater les sorties suivantes. Vous pouvez vous mettre des listes d'achat, vous pouvez repérer des tomes manquants. C'est vraiment très, très pratique, ce site. Le site des titres, j'ai mis une capture d'écran pour vous indiquer que également vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Alors il y a un compte professionnel, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, un compte individuel, et vous avez possibilité d'enregistrer des alertes sur des auteurs que vous voulez vraiment suivre ou des séries. Et vous recevrez donc des alertes par mail sur ce que vous voulez suivre. Pour ce qui est de l'acquisition et de l'emprunt encore, il y a les suites longues qui posent problème. Elles sont souvent très, très demandées. Alors, il faut expliquer qu'on ne peut pas tout présenter. J'ai dit tout à l'heure le One Piece qui compte plus de 100 volumes à 7 € le volume. Et simplement, ça serait un budget de 700 €. C'est difficilement envisageable, surtout dans des petites bibliothèques. Alors, il y a quand même des alternatives. Avec l'achat d'occasion, ça se pratique un peu. Il y a des sites qui sont très, très bien faits. Vous pouvez avoir la possibilité d'acheter avec un mandat administratif sur des sites d'occasion et donc avoir des séries longues à un prix moindre. Vous pouvez avoir des dons. On ne les encourage pas, mais si ce sont des volumes qui vont être
enfin, qui vont plaire à votre public et qui vont vous permettre de constituer, de compléter vos suites, pourquoi pas ne pas les retenir, surtout s'ils sont en bon état, hein. Ou plus simplement, si c'est des séries un peu dépareillées, vous pouvez en mettre en libre service, c'est-à-dire sans les enregistrer dans votre catalogue, sans les équiper, mais en les proposant au public. Et puis une autre solution, eh bien, c'est nous, la bibliothèque départementale. Vous pouvez nous emprunter des séries, des suites, sachant qu'on a fait tout dernièrement un gros travail de constitution de lot afin que ce ne soit pas trop éparpillé, pardon. Et voilà, on a fait des petits paquets qui regroupent 10, 12 volumes, hein, et où on indique le contenu, éventuellement l'âge conseillé, le genre. Et voilà, on se fera un plaisir de vous livrer ces paquets afin que vous ayez des ensembles un petit peu plus conséquents que des volumes dispersés et que l'on prête, reprend très rapidement. Voici donc pour un des derniers services proposés. Alors, pour ce qui est du rangement, eh bien, moi, je vous propose les fantômes. Là, par exemple, vous avez une suite, L'apprenti d'Araluène, qui est quand même très longue. Eh bien, vous pouvez prendre un coffret DVD, insérer la jaquette et glisser le fantôme dans le rayon. Et disposer ensuite toutes les séries longues en hauteur ou en bas, hein, à un endroit où elles n'encombreront pas les autres étagères et où elles seront facilement retrouvées. Vous pouvez aussi mettre des petites affiches, un peu de signalétique. Par exemple, celle-ci, les séries longues sont remplacées par des fantômes qui prennent moins de place sur les étagères, ce qui permet aussi de regrouper ces séries à l'endroit qui leur est dédié. Ou bien indiquer que les documents dont la cote se termine par un chiffre font partie d'une suite et qu'en conséquence, eh bien, ils ne peuvent pas être empruntés pour une durée longue et réservés aux lecteurs individuels. Et puis aussi pour expliquer à des lecteurs qui peuvent être un peu frustrés, eh bien, que certaines séries sont longues, mais elles sont en cours de constitution et que vous vous efforcez de les suivre au mieux. Voilà. Pour le désherbage, eh bien, il faut être assez draconien, hein, ne pas conserver des suites incomplètes, sauf exception. Vous voyez là, par exemple, vous avez les colombes du roi Soleil qu'on a vu tout à l'heure, il vous manque un tome. Eh bien, vous pouvez le matérialiser par un fantôme et le conserver tout de même un certain temps, tant que ça sort bien, que c'est en bon état. Voilà, eh bien, j'espère que je vous aurai permis de vous aider à vous y retrouver dans les collections, les séries et les suites, et que votre public eh bien, appréciera aussi de pouvoir mieux se repérer. Et en tout cas, si vous avez des questions, eh bien, on est toujours là pour répondre à des cas particuliers un petit peu problématiques. Eh bien, merci de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée.